Oui, c'est l'heure du café politique. Alors, on est très heureux de vous retrouver, chers collègues du Café politique. François Gravel, éditorialiste de l'Acadie Nouvelle à Caraquette. Bonjour, François. Bonjour Martine, le dernier, l'ultime café politique de l'ère Justin Trudeau. Eh oui. Depuis les débuts du café politique, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans déjà? Il y avait toujours deux constantes. Le premier ministre Blaine Higgs à Fredericton, le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa. Et les électeurs ont tourné la page sur M. Higgs l'automne dernier. Et aujourd'hui, dans quelques heures, nous aurons un nouveau premier ministre du Canada. Absolument, absolument. Les joueurs clés changent. Bonjour, Jacques Poitras, journaliste à CBC à Fredericton. Ça va bien? Oui, bonjour. Je préfère penser à une nouvelle époque au lieu d'une vieille époque qui termine. Oui, vous avez raison. Alors, oui, on dira du sang neuf ou des cafés frais. Tiens, des cafés frais, c'est mieux. Exactement. On va passer à notre premier sujet pour cette semaine. Et c'est un sujet qui en combine plusieurs, là, je le conviens. Alors, la première ministre Holt qui veut rassurer les Néo-Brunswickois toutes les semaines à partir de hier. Alors, tout ce qu'on a entendu aussi en amont de ce budget, on nous prépare, Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, à ce qui s'en vient. Et bien sûr, en toile de fond, les tarifs, ce que ça provoque comme changement dans les priorités budgétaires, dans le discours de la province également. Alors, je vais commencer avec vous, Jacques Poitras, dans la capitale. Bien, c'était intéressant parce que la conférence de presse de Susan Holt hier, mise à jour sur le plan d'action, avait pas beaucoup de nouveaux, pas beaucoup d'actions nouveaux. Je pense que Susan Holt sentait la nécessité de convoquer une conférence de presse, de répondre à plusieurs idées qui sont dans le public, en particulier l'idée de couper l'électricité qu'on exporte à Maine, et aussi sur des autres enjeux comme l'affaire des factures d'énergie Nouveau-Brunswick. Et elle a fait un lien très raisonnable entre les deux. Elle disait que si on coupe l'électricité à 58 000 résidents de Maine pour réagir aux tarifs de Donald Trump, les compagnies de l'électricité américaines pourraient faire la même chose dans notre direction quand c'est le temps d'importer de l'électricité américaine, ce que nous faisons chaque année. Et en particulier quand Pointe-le-Pro est fermé, hein, c'est absolument nécessaire. Alors, ce qui était intéressant un peu, c'est que Susan Holt disait qu'elle ne voulait pas faire ça pour faire un spectacle. Une critique un peu de Doug Ford puis son style qu'on a vu cette semaine. Sauf que le spectacle de Doug Ford a été aperçu à Washington. Il a eu un impact. Il y a vraiment dans cette guerre de commerce aussi une guerre pour l'attention des Américains. Et Doug Ford a réussi à attirer l'attention des médias et même du président Trump lui-même, qui a menacé de répondre avec des tarifs même plus hauts. Là, Doug Ford a retiré son plan d'ajouter un frais extra à ses exports et Donald Trump a retiré. Mais Doug Ford a réussi à avoir une invitation à Washington. Tout le monde à Washington en parlait de Doug Ford et les exports d'électricité. Il a réussi à avoir un impact. Susan Holt dit qu'elle ne veut pas adopter ce style-là. Ça reste à voir qui a la meilleure stratégie. En même temps, François Gravel, Nouveau-Brunswick, c'est pas l'Ontario, là, en termes de poids démographique, mais aussi en termes d'échanges commerciaux. On a beau dire qu'une grosse partie de nos exportations vont vers les États-Unis, mais on exporte beaucoup plus, ultimement, en Ontario qu'ici. Non, et Mme Holt elle-même l'a reconnu hier là, en déclarant que Fredericton n'a pas beaucoup d'outils pour faire mal aux Américains. On est une petite province. Chaque province, chaque gouvernement va devoir faire sa part dans la guerre commerciale qui s'annonce, mais ce n'est pas au Nouveau-Brunswick que l'enjeu, que la bataille va se jouer. Ce n'est pas nous qui allons faire plier Donald Trump, c'est tout à fait certain. Ce Trump, ces tarifs qui prennent tellement de place dans l'actualité que ça éclipse tout le reste. On en oublie que le gouvernement Holt devra déposer un budget
budget bientôt, là, un budget qui pourrait être lourdement déficitaire, mais pourtant, tout ce dont on a parlé cette semaine, c'est de la possibilité pour le Nouveau-Brunswick de surtaxer le prix de l'électricité que nous vendons aux résidents de l'État du Maine. Et Jacques l'a bien expliqué, Susan Hall a été prudente. Elle n'a pas voulu s'engager dans la voie de Doug Ford, y compris avant que M. Ford recule. Il y a eu une pression là, pendant cette courte période-là où l'opposition, entre autres, demandait à Mme Holt si elle allait réagir, si elle allait faire quelque chose de semblable à M. Ford, et qui a finalement dû reculer quand il a été témoin de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, de la réaction. Ça a été sage, je pense, de Mme Holt à ce moment-là de garder le cap, de ne pas agir de façon trop rapide. Mais la pression est grande pour qu'elle fasse quelque chose, pour montrer qu'elle aussi, que le Nouveau-Brunswick se tienne debout face au bully qui est M. Trump. Elle a fait quelques déclarations enflammées dans les dernières semaines et les derniers mois. Là, elle avait parlé, souvenez-vous, d'injecter un peu de douleur aux Américains, d'imposer des restrictions sur les exportations d'énergie, même celles de Irving Oil. Mais ça n'a pas été suivi d'action. À part le boycottage des produits américains, bien sûr, chez Alcoa-Denby, le gouvernement maintenant qui songe à revendre les voitures Tesla qu'il possède au sein de sa flotte. Mais est-ce que le gouvernement peut avoir un impact sur Donald Trump? C'est loin d'être certain. On va passer au prochain sujet parce que vous avez un petit peu mis la table, François, et on va poursuivre justement avec vous. On change à la tête du pays, on change les joueurs. Et pas seulement à la tête du Parti libéral. Puis on peut prendre un moment pour reparler là, de la soirée ou de comment ça s'est terminé dimanche pour Mark Carney, le couronné. Mais aujourd'hui, on va connaître les joueurs de ce cabinet de guerre, comme il est convenu de l'appeler, un cabinet réduit. Qu'est-ce que vous observez dans tout ça, François? Ah, cabinet de guerre, effectivement, Martine. Un cabinet réduit. M. Carney qui veut nommer seulement une quinzaine à une vingtaine de ministres. Mais ces ministres-là ne seront pas en place longtemps. On va être en campagne électorale bientôt. Ouais. C'est vraiment nommer les personnes qui seront en place en prévision des turbulences des prochaines semaines. Plus que le spectacle de la sermentation de Mark Carney aujourd'hui, c'est vraiment la liste des ministres là, moi, que je vais observer aujourd'hui. On en connaît déjà quelques-uns. Mais bon, qui va éviter le coup près? Qui va occuper les postes clés? Parce que, bon, on va bientôt en élection, on va être une énorme surprise, bien sûr, possiblement dès la semaine prochaine. Le gouvernement va être en pause. La plupart des ministres n'auront pas d'énormes responsabilités là, très bientôt, là, à part ceux qui seront sur la ligne de front contre Donald Trump. Alors, on va porter une attention particulière, nous ici, bien certainement, à Dominique Leblanc. Hein. Je ne peux pas concevoir que M. Carney ne le nommerait pas ministre s'il devait l'éjecter du cabinet, et ça n'arrivera pas. Là. Mais s'il devait lui subir une démotion, ça en dirait long sur le manque de jugement de M. Carney. Il a besoin de M. Leblanc. Est-ce qu'il va rester aux finances maintenant? Est-ce qu'on va plutôt le voir à un poste plus stratégique par rapport à la relation avec les États-Unis, comme le commerce international peut-être? Hein? C'est ce qu'on va surveiller. On nous promet un cabinet minceur, beaucoup de ministres qui vont perdre leur emploi. Est-ce que Ginette Petitpas-Taylor va subir le coup près? Est-ce que M. Carney va vouloir féliciter, peut-être mettre du sang neuf en nommant un des nombreux députés libéraux de l'Atlantique qui l'ont appuyé pendant la campagne à la direction? On va avoir des réponses, Martine, dans un petit peu plus que 3 heures maintenant. Absolument. Jacques? Je ne pense pas qu'on peut éviter de laisser Dominique Leblanc où il est ou dans un autre rôle stratégique sur cette équipe de relations avec les Américains. Pour moi, l'intéressant serait moins qui d'autre serait au cabinet, mais quel geste de changement est-ce que Mark Carney peut faire avant de déclencher les élections, ce qu'on attend voir rapidement. Et on sait que la taxe sur le carbone va augmenter le 1er avril. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'il peut faire sans un projet de loi aux chambres de communes, mais j'ai l'impression qu'il peut au moins geler le taux ou peut-être réduire le taux jusqu'à 0. Et en venant au studio ce matin, j'ai remarqué que le prix d'essence à Fredericton était 1,54 $. Imaginez si ça descendait jusqu'à 1,37 $ avant la semaine prochaine. Quel impact ça serait, quel symbole ça pourrait amener lorsque les libéraux lancent dans une campagne. On sait que les sondages montrent encore que les deux partis, dans certains sondages, sont à une égalité d'appui dans le pays, ce qui pourrait traduire à une victoire libérale mieux que ce qu'on a vu en 2019 et 2021. Avant Noël, je taquinais un député libéral que je ne veux pas identifier, qu'il allait être le dernier député libéral au Canada, mais je pense que je ne peux plus le taquiner comme ça en 2025. Et que les choses peuvent changer, et changer rapidement, c'est assez incroyable. On va passer au troisième sujet.
Le Parti vert du Nouveau-Brunswick a fait élire une personne de moins à la dernière élection provinciale. Et puis, on dénonce à l'heure actuelle un calcul qui désavantage le parti en termes de financement. Ça veut dire renvoyer du personnel à la maison. Et le chef Coon, cette semaine, me disait qu'il trouvait ça non seulement injuste, mais comparé à la manière avec laquelle on a traité la diminution du caucus de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, alors qu'eux autres n'avaient pas subi de diminution comme on s'apprête à le faire pour les Verts. Jacques, vous êtes à Fredericton, là. Est-ce qu'il a raison de dire qu'on exagère un petit peu en lui enlevant ce que les libéraux appellent le tiers? C'est ce que vous avez en moins, le tiers avec une personne de moins? C'est un peu subjectif. Il faut comprendre qu'il y a un budget global pour des députés et des montants additionnels pour des chefs des partis reconnus, mais on prend cette tarte de pommes-là, puis on décide comment le diviser pour être proportionnel au caucus dans l'Assemblée. Oui. Alors, les Verts perdent 2 positions sur 4, mais en proportion, ils ont encore plus d'employés que les autres partis relatifs à leur nombre de députés. Alors, c'est vraiment juste une question de où est la ligne qu'on doit dessiner pour décider combien sont trop et combien sont pas assez. Les libéraux gagnent un autre employé parce qu'ils ont un caucus de backbenchers du gouvernement plus grand qu'aucun depuis 2010. Oui. C'est des décisions d'un comité. Ce que je trouve intéressant, franchement, c'est que David Coon et le Parti vert sur les médias sociaux exigent aux Néo-Brunswickois de demander à Susan Holt qu'elle fait un veto sur cette décision. David Coon, qui parle souvent que la branche exécutive du gouvernement ne doit pas faire l'ingérence dans les affaires de l'Assemblée législative, maintenant veut que la branche exécutive ingère dans les décisions d'un comité de l'Assemblée législative. Ah, c'est intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça. François, vous, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Parti vert qui perd deux employés, avec des gens compétents aussi. Je pense à Jill Mercero, oui, qui était une grande aide pendant la campagne électorale. Là, personnellement, quand j'avais besoin d'une information, d'une photo, n'importe quoi, très rapide sur le piton, comme on dit. Alors, je comprends le Parti vert d'être déçu un peu de cette situation-là. Je crois pas que ce soit une injustice, personnellement, qu'il perde une partie de son financement. Le Parti vert a perdu un député, il a perdu des appuis, il a perdu des votes. C'est normal, je pense, que ça se reflète dans les budgets. Le leader parlementaire libéral, Marco Leblanc, a soulevé un bon point là, en disant que même avec un budget réduit, les Verts se retrouvent avec environ le triple de ce que les autres partis reçoivent par député. Ça reste quand même sensible comme question. Là. Peu importe de la manière qu'on regarde les choses, le Parti libéral utilise sa majorité pour couper une partie des vivres à un parti de l'opposition. Qui plus est, un parti de l'opposition qui pige dans son bassin d'électeurs. Alors, ça ne paraîtra jamais bien, là, ce genre de situation-là, clairement. L'autre enjeu à surveiller, c'est de savoir si le Parti vert va conserver son statut de parti reconnu à l'Assemblée législative. Le Parti libéral semble laisser entendre que oui, ce sera le cas. Mais la règle, la loi, si on veut, c'est d'avoir 5 députés élus ou d'avoir gagné 20 du vote populaire. J'ai toujours trouvé que c'est une règle trop sévère. Si elle était appliquée, elle a un effet plus disproportionné à la partie. En fait, les partis jamais cet objectif-là. Les libéraux et les conservateurs l'ont eu au fil des ans. Brian Gallant a pris le statut de officiel au vert en 2014, même si David Coon était le seul du parti à ce moment-là. Blake avait pour le parti, pour la People's Alliance, il avait 3 députés chacun, au Canada, il n'en avait que 2. Même s'il n'avait pas le chiffre magique de 5 députés, au lieu de faire des exceptions, je pense qu'il faudrait modifier la loi ou le règlement et trouver une façon pour que les tiers partis soient reconnus, même avec un seul ou 2 députés, mais sans que ça ait pour conséquence, par contre, de donner des pouvoirs d'un parti politique et des budgets et tout ça à un simple député indépendant. En tout cas, les indices pointent pas vers la fin de la reconnaissance de ce parti-là comme parti officiel, en tout cas pour le moment. Eh bien, on est rendu à vos cafés de cette nouvelle ère, comme on l'a appelé, chers amis. Alors, je vais commencer, à Fredericton avec vous, Jacques Poitras, qui reçoit de vos cafés et de quel type de café s'agit-il cette semaine? Des cafés sucrés pour les militants conservateurs de Saint-Jean, Parti fédéral. Après le départ du candidat Jake Stewart à Miramichi la semaine passée, maintenant, il y a une chicane chez les conservateurs à Saint-Jean. 4 candidats pour la nomination fédérale. Plusieurs veulent avoir un congrès d'investiture bientôt
Mais le parti ne l'organise pas et il y a certains qui demandent si Pierre Poilievre veut le retarder pour que les élections soient déclenchées et il peut choisir directement sa candidate préférée parmi les 4 qui se présentent. Alors, des tensions, des divisions chez les conservateurs. Et un café amer pour Susan Holt, la première ministre, qui disait pendant la conférence de presse hier que les Néo-Brunswickois, après avoir conseillé les Néo-Brunswickois de prendre soin de leur santé mentale, les a conseillés de fermer les nouvelles, de ne pas écouter les bulletins de nouvelles. « Turn off the news », elle a dit en anglais. Je pense qu'à ce moment-ci, des informations indépendantes et crédibles sont très importantes et ne peuvent pas être remplacées par une conférence de presse hebdomadaire d'une politicienne. Oui, on pourrait fermer certains réseaux sociaux peut-être aussi, peut-être plus. OK, on va se rendre vers vous maintenant. François Gravel, vos cafés cette semaine. Café sucré à la fille du premier ministre Justin Trudeau, là, Ella Grace, 16 ans seulement, qui a fait une belle impression, qui a livré un bon discours à la Convention libérale dimanche dernier là, pour présenter et rendre hommage à son père. Elle est une bonne oratrice, là, un bon sens du punch, j'ai trouvé, avec sa phrase « Mes frères et moi avons partagé notre père avec vous pendant 12 ans. Maintenant, on le reprend, mais on vous le laisse encore une dernière fois pour ces derniers moments. » Ça nous a rappelé aussi que M. Trudeau s'était révélé tout jeune, lui aussi, dans un discours dans sa jeunesse, mais dans un contexte très différent, les funérailles de son père. J'ai moi-même demandé à mes enfants s'ils seraient prêts à me faire une présentation avant le café politique. Ils ont fermement refusé. Ah oui, hein? Et café très corsé à la direction d'Énergie Nouveau-Brunswick. On le sait, on en a parlé la semaine passée, on va en parler dans les prochaines semaines aussi. Ça va pas bien. On aura l'occasion d'y revenir plus longuement, bien assez vite, mais hier, la première ministre Holt, parmi les choses qu'elle a déclarées, que tout est sur la table pour la Société de la Couronne, y compris la vente d'Énergie Nouveau-Brunswick. Tout est sur la Ça aura pris 15 ans entre la vente ratée d'Énergie NB à Hydro-Québec et pour que l'idée soit à nouveau proposée au plus haut niveau, là, cette fois par une première ministre. L'avenir nous le dira, ce sont des paroles en l'air. Là. Les temps ont bien changé entre-temps, la situation de Énergie NB aussi. On se bouscule pas au portillon là, pour acheter de l'Énergie NB, mais bon, on verra si c'est des paroles en l'air ou le début de quelque chose. Oui, le timing n'est peut-être pas aussi bon pour les acheteurs, on dira. Merci beaucoup tous les deux. On se retrouve vendredi prochain avec un nouveau budget à décortiquer. Ce sera intéressant, c'est sûr. Jacques Poitras, journaliste à CBC, merci beaucoup. Et merci. À vous aussi, François Gravel. On continue de vous lire dans l'Acadie Nouvelle. Bonne semaine. Merci. Au revoir.